Je vais présenter Laurence Trochu. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Laurence, vous êtes présidente de Sens Commun. Sens Commun, est-ce qu'on peut le dire, qui est la continuité, qui est issue en tous les cas du mouvement La Manif pour tous, pour bien planter le décor? Sens Commun, c'est un parti politique qui est associé au Parti des Républicains, qui existe depuis pas très longtemps, effectivement, et qui est né de cette volonté d'un engagement politique, de ne pas rester dans le canapé à râler sur ce qui se passe autour de nous, mais à être pleinement acteur et engagé dans la cité pour justement apporter, je dirais, sa contribution. Et donc, il y a une génération qui s'est levée quand elle a vu que certaines lois la dépassaient, certaines lois auxquelles elle n'adhérait pas. Et vous savez où je veux en venir, si je vous pose cette question, c'est pour savoir si Sens Commun soutient, mais activement, ouvertement, le combat des parents de Vincent Lambert. Alors, Sens Commun, en tant que parti politique, aborde cette question justement sous l'angle politique, et particulièrement, la question, elle est d'ordre civilisationnel, en fait. C'est-à-dire, que fait le politique face à une situation d'une immense détresse comme celle qu'on peut voir? Que fait le politique en faveur des personnes qui sont handicapées? Quel regard, en fait, voulons-nous porter sur les personnes qui sont fragiles? Vincent Lambert est une personne lourdement handicapée, il n'est pas en fin de vie, mais il amène quand même à se questionner sur tous ceux qui, parmi nous, vivent ces fragilités, parce qu'on a tous été dépendants, on l'a été quand on était petit bébé, on le sera quand au soir de notre vie, on ne pourra pas faire tout seul et on aura perdu notre autonomie. Eh bien, quel regard et quelle société voulons-nous? Quelle place faisons-nous aux personnes handicapées? C'est vraiment sous cet angle-là que Sens Commun veut regarder l'histoire de Vincent Lambert, plus que comme un cas Vincent Lambert. Vous voyez, c'est l'histoire d'une vie. C'est important ce que vous dites. Vous dites l'histoire d'une vie. On a souvent parlé ici même et puis ailleurs dans les médias ces dernières heures, ces derniers jours, de l'affaire Vincent Lambert, du feuilleton Vincent Lambert. Oui, mais derrière ce feuilleton, il y a un homme. Il y a un homme qui est raconté par sa femme, qui est raconté par ses parents, qui est raconté par sa famille élargie. Et c'est rare justement qu'il s'exprime un peu plus en longueur. C'est le cas de sa demi-sœur qui était chez Pascal Praud tout à l'heure. On a plusieurs extraits. Le premier, elle va réagir sur ce qui est en train de se passer, la situation, la reprise des soins, non pas des traitements, la reprise des soins, comment elle l'a vécu, elle fait partie de la famille. Vous allez voir on vous l'expliquera, elle ne voit pas forcément tous les membres de cette famille et son avis est nuancé sur le sort de Vincent Lambert. Écoutez-la. Est-ce que vous, à titre personnel, vous l'avez entendu dire, si je suis un jour plongé dans cet état-là, je ne souhaite pas vivre? Non, je ne peux pas honnêtement vous dire ça. Je vous le dis, je n'étais pas dans des relations de complicité. Ce genre de thème est abordé quand on a une relation plus intime. Donc il l'a abordé avec d'autres personnes qui sont de sa génération, pas avec moi. Mais quand je vois Rachel qui dit que Vincent par moment lui disait en revenant de ses stages de réa, parce que c'est important, il a suivi quand même des personnes qui étaient dans cet état et qu'il remontait en disant chérie tu me piqueras si jamais je suis comme ça. Je reconnais mon frère dans ces expressions, je le reconnais. Vous dites d'ailleurs mon frère. Ouais. Mais c'est important d'être clair parce que c'est une famille compliquée. Je pense qu'ils ont des motivations sincères mais qui sont fluctuantes. Par contre, qui sont complètement cristallisés et durcis par les personnes qui les entourent. Ce qui veut dire que maintenant, ils ne peuvent pas faire marche arrière, mais qu'à un moment donné, il y a eu plus de souplesse. Quand ils ont appris que Vincent était débranché si on peut parler comme ça, au bout de 30 jours ou de 25 jours, je pense. Ça, c'était le cas en 2013. Voilà. Moi, j'ai fait partie de la voiture où on est remonté du Midi pour voir Vincent. D'ailleurs, au passage, Viviane a fait un lapsus dans la voiture en voulant dire le jour de l'accident de Vincent. Elle a dit le jour de l'enterrement de Vincent, premier lapsus. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Et puis elle discutait avec Rachel de savoir où il serait inhumé. Elle se battait déjà sur cette question de l'inhumation. Rachel voulant le mettre à Longwy, près de chez elle. Et Viviane considérant que c'était pas bien. Mais là, il y avait déjà une forme d'acceptation. Oui. Ils étaient très choqués par la méthode. Puisqu'ils n'avaient pas été prévenus. Pour des raisons un peu mystérieuses, mais enfin, il y a eu des trucs qui n'ont pas été bien faits, mais c'était aussi peut-être en partie parce qu'ils craignaient justement ce genre de réaction. Ils se sont dit que peut-être ce serait plus simple. Voilà, bon. Et donc ils étaient choqués par la méthode, mais quelque part, il y avait une forme d'acceptation. Une forme, je dis pas entièrement.
Et ils sont allés au Barou, le monastère qui les suit, on va dire, c'est le mot, je pense, comme un médecin suit son patient, mais de très près, depuis toujours. Moi, depuis qu'ils sont ensemble, ils ont toujours été un peu chapeautés, on va dire, enfin, très, très. Donc proches. guidés par le monastère des Eh deux. bien, ils sont montés avec les avocats, les procédures, et voilà, ils ont attaqué immédiatement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une tendance, mais ils seraient naturellement plus faciles à faire bouger, quoi. Mais là, les positions se sont durcies. Ils sont plus seuls. Voilà, témoignage de Marie-Geneviève Lambert. On écoutera d'autres extraits tout à l'heure. C'était chez Pascal Pro. Vous voyez que sa position est plus nuancée. En tous les cas, elle donne son avis sur les parents de Vincent Lambert. Et elle esquisse, elle dit le mot chapeauté. On voit bien, elle parle d'une influence. Alors, on n'a pas à juger cette influence, mais c'est la question qu'on se pose et on l'a posée ainsi. L'ombre des réseaux catholiques, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Ça veut dire, est-ce qu'il y a derrière un combat également idéologique qu'il faut assumer et que certaines organisations, peut-être aussi mouvements politiques comme le vôtre, Laurence Trochu, assument en se disant, on va accompagner cette famille, voilà, parce qu'on y croit, parce que c'est notre conviction également. On peut faire une lecture religieuse. Je sais qu'il y a aussi une église protestante qui s'est manifestée en soutien de Vincent Lambert. On peut faire une lecture religieuse, mais je dirais c'est plus une lecture civilisationnelle qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que finalement, notre civilisation européenne, dont on parle tant dans les débats mais elle n'est pas taboue, actuels, la question religieuse. non, elle n'est pas taboue parce que la religion chrétienne fait partie en fait de notre civilisation européenne. Et vous rejetez européenne. Tous les mots qu'on accole à côté de catholiques, traditionnalistes, intégristes, extrémistes. Mais encore une fois, je trouve qu'on est dans des classifications, vous voyez, qui montrent bien à quel point le sujet est sensible. Et pourquoi ce sujet est-il si sensible ? C'est parce qu'il renvoie chacun de nous à sa propre situation de fragilité. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu voir peut-être des mots excessifs de part et d'autre. Quand on parle de Vincent Lambert comme d'un légume, mais l'expression est absolument atroce. La question qui me semble être posée, une question fondamentale, c'est y a-t-il des vies utiles et des vies inutiles ? Or aujourd'hui, effectivement, dans notre monde moderne, les vies doivent être utiles, elles doivent avoir un sens. Et la question à chaque fois de poser autour de Civitas, savoir si ce sont des intégristes, catholiques, etc. Mais si la famille de Vincent Lambert avait été de religion juive ou de religion musulmane, la question aurait été la même. Parce que dans les religions monothéistes, il y a une sacralité de la vie. La question n'est pas ici des réseaux catholiques ou pas les réseaux catholiques. La question est de savoir, est-ce qu'il y a une sacralité de la vie ? Et cette sacralité de la vie, elle fait que la vie humaine n'est pas quantifiable. Et elle est d'une certaine façon infinie. Non, mais on vit dans un monde tellement sécularisé où chaque individu pense être propriétaire de sa vie qu'on n'arrive pas... La vie fluctuante. Est-ce que tout au long du combat de ses parents, certains les ont mais bien entendu que à ses être parents... davantage sur cette ligne-là? Mais d'abord, les parents il n'y a pas eu de combat judiciaire dans même les 5 premières années. Les parents de Vincent Lambert dans les premières années étaient en accord avec à la fois l'épouse de Vincent Lambert et le personnel médical, mais c'est quand effectivement Madame Lambert et le docteur Carrigher ont en quelque sorte organisé la première euthanasie passive un petit peu dans leur dos qu'ils se sont effectivement durcis et raidis. Moi, je veux juste revenir sur ce point-là. On n'arrive pas à accepter que pour des gens, la vie soit quelque chose de sacré. Non, mais on accepte. Il y a non, mais je ne crois pas qu'on accepte parce que quand j'ai lu débat, quand je lis l'article, quand je lis l'éditorial de Laurent Geoffrin qui explique que de toute façon, il n'est pas d'accord sur cette affaire de Vincent Lambert simplement parce que la famille sont des intégristes catholiques, ça pose un problème. Je vais vous laisser réagir. Regardez ce que dit l'avocat des parents. Regardez, c'était dans La Vie il y a quelque temps. Il dit Pierre et Viviane Lambert sont traditionnalistes, mais pas de la mouvance lefébriste. Il ne s'agit pas de vous, Barbara. Ils se sentent proches spirituellement des moines de l'abbaye des Barreaux, mais en aucun cas ils ne s'estiment en croisade. Mais ce sont des traditionalistes. Voilà, c'est un élément, on peut l'évoquer. Ce n'est pas... Mais c'est un élément qui est quand même relativement important. Un ami de Vincent Lambert parle de la Fondation Le Jeune qui paierait les avocats des parents. Si c'est exact, c'est un élément important puisque la Fondation Le Jeune est quand même très engagée dans le mouvement pro-vie, très engagée aussi dans la lutte contre l'avortement.
L'idée du respect absolu de la vie humaine, de la conception à son terme, c'est évidemment la première partie de la phrase qui compte beaucoup, de la conception. On parle donc aussi de l'avortement. Donc il y a derrière le cas Lambert, il y a un élément idéologique qui est présent, qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que les mêmes qui critiquent, qui parlent du respect de la vie humaine et qui critiquent la technologie médicale dans le cas de l'avortement ou dans le cas de la procréation assistée ou plein de choses comme ça, font appel à cette technologie médicale pour maintenir en vie Vincent Lambert. Il n'y a pas quelque chose, c'est pas particulièrement naturel. Sans de la technologie médicale, il est très probable que Vincent Lambert serait mort depuis un certain temps. C'est sûr. C'est même certain. Donc la technologie médicale qui vient s'opposer, qui vient contrer la pureté en quelque sorte de la nature humaine, telle que la religion est censée la respecter, on y fait appel quand ça nous arrange. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je voudrais dire deux choses. Bon, la première, c'est un sujet chez moi où se heurte trop de convictions pour avoir un avis tout fait. Mais ce que je pense en tout cas, je suis effrayé, abasourdi par ces polémiques qui durent depuis des années, où on jette en pâture à l'opinion publique un homme, il faut sortir de là. Et il m'avait semblé comprendre que la loi Leonetti faisait qu'on s'en remettait aux médecins de décider. Et si on veut s'en sortir, et notamment s'élever au-dessus des polémiques... Non, mais je suis désolé. La décision d'un comité de l'ONU, on n'est plus là. Non, le comité de l'ONU, il ne rentrera pas en compte, à mon avis. Simplement, il faut que la justice se mette au clair le plus rapidement possible. La situation est horrible. Par ailleurs, il y a d'autres choses à dire encore. Il y a quelque chose vous parlez tout à l'heure de débat civilisationnel. L'avocat qu'on vient de voir, on n'a pas parlé de ces vidéos qui ont circulé récemment. L'avocat en liesse non mais là, cette émission évoquant la remontada, la vidéo qui s'est retrouvée à valeur actuelle avec ces larmes qui ont coulé ou qui n'ont pas coulé, on n'arrive pas à le savoir. C'était ces espèces de larmes miraculeuses qui ont coulé sur les joues de Vincent Lambert. Il y a toute une espèce de mysticisme un peu cheap qui est remarquable, et qui est un peu obscène. Ce qui est choquant, et même totalement obscène, pour être clair. Et tout ça se recouvre d'une espèce de fausse bienséance sur un débat civilisationnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a pas que les avocats, c'est qui c'est difficile de savoir, mais il y a effectivement s'il est exact que la Fondation Lejeune est très active auprès des parents de Vincent Lambert, ça signifie quand même qu'il y a des réseaux politiques. Alors cette fondation Lejeune, c'est une fondation médicale extrêmement militante, chrétienne, très militante sur l'avortement, anti-avortement, pro-vie, partenaire officiel de la Manif pour tous, puisque je crois que la présidente de la Manif pour tous a été directrice de la communication de la fondation Lejeune pendant 4 ans. Donc il y a comme ça un monde qui s'exprime à travers cette histoire. La Fondation Lejeune, à l'origine, il me semble quand même que c'est le professeur Lejeune qui a identifié le gène responsable de la trisomie 21. Donc moi, j'ai plutôt compris de la Fondation Lejeune que c'était une fondation de recherche médicale en vue de soigner, de continuer la recherche pour soigner la trisomie 21 et accompagner les parents qui ont des enfants porteurs de trisomie 21. Alors, je tournais après sur des positions je cite une tribune publiée dans Le Monde en 2007 signée par plusieurs médecins qui citait la fondation Lejeune, et en particulier s'exprimant sur l'avortement, ces nouvelles formes de sacrifice humain que constituent l'avortement, les expériences sur l'embryon, etc. Donc il y a quand même des positions très affirmées. Alors c'est ça, je voulais prolonger ce que vous dites, Marc-Xavier, parce que vous dites des positions, et vous avez évoqué même l'avortement, les droits des femmes. Il y a certains qui disent en ce moment, il y a un mouvement dans le monde d'ailleurs conservateur, certains disent ultra-conservateur, qui est pour ce genre de cas, maintenir ainsi Vincent Lambert, qui est pour restreindre
tout cas certains disent le droit des femmes, ils le voient ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un mouvement comme cela? Est-ce que vous considérez qu'il est conservateur, voire rétrograde? Mais moi, le mot conservateur, je l'assume. Sens commun, on le définit comme le mouvement conservateur. Jusqu'où ça va, par exemple, sur l'avortement? Et un mouvement conservateur, c'est quoi? C'est un mouvement qui considère que dans la société, le premier objet de la société, c'est de construire une société durable. Et que le conservatisme, c'est prendre en compte l'héritage que nous avons. Est-ce que vous êtes en phase, par exemple, avec les catholiques français qui sont, je crois, pour leur majorité, en tous les cas, évidemment, favorables à l'avortement? Mais le sujet de l'avortement, vous savez, le sujet de l'avortement, ça rejoint quand même, ça rejoint ce sujet du idéologie. respect de la vie dont on parlait. Vous le mettiez en situation avec la liberté des femmes ou par rapport aux droits des femmes. Vous disiez, moi, je parle plutôt de liberté des femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont la liberté d'avorter, voilà. Et la question se pose. Non, mais on parle de la France. Oui. Elles ont la liberté d'avorter. N'oublions pas que Simone Veil a toujours dit que pour autant, l'avortement en tant que tel restait un drame et qu'on n'avortait pas de gaieté de cœur. Et je pense que ça, en tant que femme, on peut facilement le comprendre. C'est bien parce qu'on est dans une situation limite et ce serait intéressant de savoir d'ailleurs ce qui mène les femmes à l'avortement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des femmes qui avortent parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire autre chose. Autrement dit, la liberté ne leur a pas été donnée. Votre avis personnel, vous le donnez ou pas? Je ne donne, non, je ne. Non, mais on n'est pas. Vous êtes sur le sujet de l'avortement. La liberté de la femme, c'est quand même ça qui doit, on va dire, déterminer l'approche de ce problème. Le sujet, c'est l'affaire Lambert est-elle instrumentalisée par des gens qui militent contre l'avortement derrière? Mais c'est deux sujets qui sont, c'est deux sujets qui sont différents quand même. Il y a le sujet de la fin de vie et le sujet de l'avortement. Pas tellement, on a leur point commun. Leur point commun, c'est effectivement, comme je le disais en commençant, c'est quel regard nous portons sur la personne humaine quand elle est dépendante au stade du bébé, quand elle est dépendante au stade du handicap ou du stade. Donc nous sommes bien dans le même sujet. Eh bien, on est dans le même sujet, c'est-à-dire. Pour vous, en tout cas. C'est-à-dire que finalement, est-ce que notre société, c'est uniquement celle de la performance, c'est celle où il faut être le plus beau, le plus grand, le plus riche, etc. Voilà. Ou est-ce qu'on fait place dans notre société pour ceux qui sont fragiles dans leur corps? Donc vous liez, voyez dans leur corps. Et la femme enceinte en difficulté, je termine là-dessus, la femme enceinte en difficulté qui songe à l'avortement, quels moyens lui donne-t-on si son désir profond est de poursuivre sa grossesse? Quels moyens lui donne-t-on économiques, financiers, ce dont elle a besoin, de faire le choix de poursuivre sa grossesse. Il ne peut pas y avoir de liberté si on ne lui donne pas les moyens de la mener. Cette liberté, c'est un droit. Cette liberté est un droit, exactement. L'acharnement technique dont thérapeutique. Thérapeutique, vous ne faites pas le lien entre acharnement thérapeutique et culte de la performance? Vous savez, acharnement thérapeutique, j'y ai été confrontée. Pour mon propre enfant, qui il y a un peu plus de 2 ans, a été en état coma Glasgow 3, c'est-à-dire presque mort cérébrale, état végétatif, état post-relationnel. Le médecin qui me dit en face qu'il ne retrouvera jamais la conscience. Et donc la question de la fin des traitements, parce que pour le coup, lui, c'était un traitement, il était branché. S'il n'avait pas d'aide à la respiration, il mourrait. La question s'est posée. Et de même que je ne voulais pas entendre parler d'une euthanasie active, de même, je ne voulais pas non plus tomber dans le revers qui serait un acharnement thérapeutique déraisonnable. Pourquoi? Parce que ici, on voit dans le cas de Vincent Lambert que les mots sont brouillés. On parle de Vincent Lambert en fin de vie. Non, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Il est une personne lourdement handicapée. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique sur Vincent Lambert puisqu'il n'a pas de traitement. Aujourd'hui, qu'est-ce que pense sa femme, son épouse? Voilà, aujourd'hui, son épouse pense qu'il y a un acharnement thérapeutique. Voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que depuis le temps que dure la vie de Vincent Lambert dans cet état, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a eu une dégradation de son état qui pourrait justifier qu'on se pose la question de l'acharnement thérapeutique? J'arrête, j'ai juste très bien, mais pourquoi ne pas laisser la famille décider seule? Mais parce qu'on n'a pas droit de vie et de mort sur les autres. La famille est divisée. Bien sûr, mais pourquoi ne pas laisser la famille discuter seule? Mais la famille n'est plus en état de discuter aujourd'hui. S'il y avait discussion, il n'y aurait même pas de débat. Et je vous assure que ce serait mieux d'abord pour la famille, pour quand même Vincent Lambert. Vous évoquez... Bon, alors allez-y. Allez-y, il n'a pas parlé tout à l'heure, Julien Audoul. Oui. C'est vrai que déjà, il y a un sentiment de malaise à voir l'exposition médiatique de l'intime de cette famille.
les déclarations de sa sœur, cette vidéo qui a ému tout le monde. Tout ça, il y a un vrai sentiment de malaise. Ensuite, c'est très difficile de dépolitiser cette question et de dépassionner aussi ce débat. Il n'y a pas d'un côté les démons qui veulent le mettre à mort et les autres qui veulent sa survie. Et il n'y a pas aussi d'un côté les barbares qui veulent le maintenir en vie et les bienfaiteurs qui veulent abréger ses souffrances. Il faut s'en tenir, à mon sens, et en tout cas c'est la position de mon parti, l'Assemblée nationale, à la loi, à l'esprit de la loi Claes-Leonetti, toute la loi, rien que la loi, qui est très claire, et qui règle cette situation des milliers de cas en France cette année. Donc clairement, Monsieur Lambert, voilà. Monsieur Lambert n'est pas un animal, ce n'est pas, encore une fois, un légume, comme vous l'avez dit. Il faut qu'il ait ce respect et cette dignité de sa personne. Il n'est pas en fin de vie. Il faut laisser la chance à la vie, car encore une fois, la vie aussi peut conduire à des miracles. Je voudrais qu'on regarde l'autre extrait, parce qu'il est important, justement, il rejoint ce que vous dites. Il parle de l'homme. Derrière l'affaire, il y a l'homme Vincent. Et d'ailleurs, c'est d'un article, très beau papier, dans Le Parisien. Peut-être qu'on peut voir déjà, tout d'abord, Le Parisien, qui parle de lui, devenu symbole aujourd'hui, mais qui était auparavant, tout simplement, dans sa vie, un infirmier en psychiatrie, 32 ans, au moment du terrible accident, père, à ce moment-là, d'un petit bébé, devenu aujourd'hui une petite fille. Il a eu une enfance compliquée, d'ailleurs, sa demi-sœur en a parlé. Pensionnat, études médicales, qui l'amènent à faire son mémoire sur la maltraitance des personnes âgées en maison de retraite. Donc il savait ce que c'était la dépendance, et parfois même la très lourde dépendance. Il en aurait parlé à sa femme. Sur l'homme, écoutez ce qu'en dit sa demi-sœur, qui était tout à l'heure dans l'heure des pros. Vincent était un être assez secret, compliqué. Pour moi, qui a 17 ans de plus que lui, c'était pas un frère déjà, mais c'était quand même quelqu'un de relativement éloigné et qui était très secret. Donc je partageais pas une grande complicité avec lui, mon fils François davantage. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il était extrêmement émotif, qu'il avait des conduites à risque fréquentes. Je vais pas les détailler ici, mais il skiait comme un fou, il conduisait un peu pareil. Il avait une sorte de fragilité émotive qui a été renforcée certainement à la naissance de sa fille. Donc cet accident est survenu 1 mois et demi après cette naissance. C'est certainement pas par hasard. Il a vécu une enfance difficile. Et alors cette naissance difficile, il faut expliquer parce que cette naissance d'ailleurs ou cette enfance difficile, il faut l'expliquer parce que longtemps, par exemple, il ne s'appelle pas Lambert. Pourquoi ne s'appelle-t-il pas Lambert durant les 6 premières années de sa vie? Il est né dans un contexte particulier où mon père a eu une relation avec Viviane. Ils étaient tous deux mariés de leur côté. Voilà, le mari de Viviane comptait récupérer sa femme en adoptant ses enfants, en les reconnaissant, sachant que ce n'était pas le sien, les autres non plus. Et comme elle était d'un milieu très simple et qu'elle était amoureuse de papa, entre autres, je pense, parce que c'était son gynécologue, ça représentait quelque chose du point de vue social, eh bien, on pensait que cette relation ne durerait pas. Le mari l'espérait. Voilà, c'est pour ça qu'à l'âge de 6 ans, en fait, Vincent appelait papa mon père quand il le croisait et l'homme qui était à la maison, qui vivait avec lui. Alors certains vont estimer que c'est un déballage, d'autres aucun. D'autres vont estimer quel intérêt ça a par rapport aux questions, à la question de la vie de Vincent Lambert aujourd'hui. Moi, franchement, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque dans cet extrait? Ce qui me choque, c'est de connaître l'histoire de toute cette famille. Tout à l'heure, on s'indignait du fait que ces moments de vie, aujourd'hui, quelque part, leur soient volés parce que médiatisés, parce que judiciarisés. C'était pas la peine d'en rajouter. On a déjà effectivement... Mais est-ce que ce n'est pas intéressant, pardonnez-moi, Barbara Lefebvre, pour essayer de comprendre le fonctionnement de la famille? Pourquoi une telle famille s'est tellement déchirée? Pourquoi en arriver jusqu'aux tribunaux? Pourquoi en arriver jusqu'à écrire au président de la République que ce soit surexposé? En tout cas, c'est hors des clichés de la famille tradie catho. Oui, Rachel Lambert a écrit un livre, tout le monde s'exprime sur ces sujets-là. Bon, on en fera peut-être un jour un film. Enfin, moi, je trouve ça assez indécent, en effet. Mais vous évoquiez tout à l'heure une question en vous posant, en mettant sur la table le retour, en quelque sorte, de ce conservatisme autour de ces questions-là. Mais c'est parce que c'est aussi l'envers d'un monde ultra technique, de cette civilisation des techniques, de cette
cette civilisation des machines qui, d'une certaine façon, positionne l'homme dans des hiatus extrêmement importants. Et cette question-là de la fin de vie, en l'occurrence, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, elle se pose de façon très aiguë. Quel est le sens de la vie d'un être humain ? C'est, d'une certaine façon, je termine juste sur ce point, de refuser la mort, ou en tout cas de craindre la mort. Les techniques aujourd'hui. Non, je voudrais juste terminer ma démonstration. Je voudrais terminer ma démonstration. Et s'il avait dit à son épouse qu'il ne voulait pas d'une telle vie, pourquoi vous ne l'évoquez jamais ? J'ai essayé d'expliquer quelque chose. Oui, mais c'est important. On vit aujourd'hui dans un monde. Non, parce que moi, parler tout le temps de Vincent Lambert, alors que la seule et unique personne qui sait ce qu'il est en train de vivre, c'est Vincent Lambert lui-même. Est-ce qu'il a une conscience ? Est-ce qu'il n'en a pas ? Non, mais c'est pourquoi je préférais qu'on soit sur. Enfin, moi, en tout cas, je préfère être sur un autre niveau que de parler strictement de Vincent Lambert. La question aujourd'hui des machines qui permettent de maintenir en vie font que, étonnamment, on rend la mort souhaitable. C'est complètement contraire à la vie humaine. La vie humaine, ça n'est jamais d'attendre la mort, d'espérer la mort. En tout cas, certainement pas dans le judéo-christianisme, en tout cas, où la sacralité de la mort la sacralité de la vie est extrêmement importante. Or, par ces techniques de maintien de la vie, on rend la mort souhaitable pour certaines personnes. Ce qui fait que vous avez, de l'autre côté, des gens qui sont en train de mener une campagne pour l'euthanasie active. Et autour d'une novlangue pour nous parler de mourir dans la dignité, en réalité, on a effectivement peut-être deux extrêmes face à face, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui aujourd'hui sont en train de détourner les soins palliatifs de ce qu'ils sont, parce que les soins palliatifs, c'est certainement pas accentuer et accélérer la survenue de la mort. Vous avez employé le mot dignité à un moment. Vous avez eu... merci d'avoir parlé de votre cas, de ce qui s'est passé. Moi, je ne le savais pas. Je ne sais pas comment un parent, une mère peut être confronté à cela. Qu'est-ce qu'on se pose comme question, si je puis dire ? Est-ce que vous vous retrouvez, ce sont des cas extrêmement différents, évidemment, avec la mère de Vincent Lambert, certains mots, quand vous les entendez, est-ce que vous vous retrouvez dans ces mots que vous auriez pu vous-même dire, crier ? Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on peut vivre à ce moment-là. On est un peu, de toute façon, hors du temps. Mais il y a une chose qui me paraît capitale et que moi, j'ai pu expérimenter, c'est que la vie, même diminuée, même fragile, même insaisissable, parce qu'on sent bien qu'elle ne tient qu'à un fil, elle peut être vécue jusqu'au bout. Et on donne le meilleur de soi-même. C'est-à-dire que moi, je me souviens de ce jour où j'ai dit à mon fils, alors qu'il était sans doute probablement inconscient et en tout cas, il ne manifestait aucun signe de présence consciente, où j'ai pu lui dire, si c'est pour toi le moment de mourir, vas-y. En revanche, si c'est pas le moment, en fait, voilà, il faut que tu nous envoies un gros signal parce que je sens, et de fait, en regardant le rapport médical après, j'ai su qu'il y avait eu justement cette fameuse direction collégiale qui visait à interrompre les soins, les traitements, parce que, pour lui, c'était de l'ordre du traitement. Et en fait, c'est curieux parce que la nuit qui a suivi, il s'est déventilé. Et j'ai été confrontée à la question de l'acharnement thérapeutique parce qu'il a tenu à peu près 15 heures. Et au bout des 15 heures, le réanimateur m'a dit, on l'a rebranché. Et moi, je lui ai dit, mais il y a quelques jours, vous me dites qu'il n'atteindra jamais le stade de la conscience. Aujourd'hui, il est déventilé, il ne tient pas de manière autonome et vous le rebranchez. Est-ce que c'est vous, docteur, qui n'êtes pas dans la logique de l'acharnement thérapeutique? Et il m'a dit, mais non, parce qu'il faut se donner du temps, il a quand même manifesté un signe, etc. Et en fait, la question qui se pose autour de cette manière de gérer les personnes cérébro-lésées, et particulièrement du cas de Vincent Lambert, et j'y reviens quand même, parce qu'il y a une question qui reste entière dans le cas de Vincent Lambert, c'est pourquoi, en sortie de coma, n'a-t-il jamais été transféré, puisque c'est l'objet de la demande de ses parents, dans un soin de suite et de réadaptation, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital de Reims a une unité pour les cérébro-lésés, mais qui est adossée aux soins palliatifs et qui n'est pas adossée aux soins de suite et de réadaptation. Et quand moi j'ai vu, et quand je vois encore, puisqu'il y est toujours en soins de suite et réadaptation, j'ai quasiment envie de parler de miracle de ce qu'ils font. Il y est toujours. Mon fils. Votre fils est toujours. Et donc, il est toujours en soins de suite et de réadaptation. Et donc, quand je vois le travail qui est fait par des professionnels absolument admirables, je ne suis pas là en train de dire qu'il faudrait comparer les cas parce que je crois que ce ne serait pas justice rendre à qui que ce soit. Chaque cas est vraiment unique, mais la question c'est pourquoi Vincent Lambert n'a-t-il pas eu cette chance, en fait, d'être dirigé vers des soins de suite et de réadaptation qui auraient peut-être permis d'améliorer un petit peu, peut-être d'atteindre un plafond, je n'en sais rien. C'est ce qui avait d'ailleurs été... Pourquoi ça n'a pas été tenté? C'est ce qui avait été demandé dès 2011 par un médecin
qu'on puisse le placer dans une unité spécialisée pour pouvoir avoir un minimum de rééducation. Ne pas accabler les médecins. On avait deux grands professeurs ici hier, le professeur Lantieri, le professeur Lejoyaux, qui dit qu'il y a des doutes évidemment et que les médecins sont pétris. Je ne les accable pas, au contraire, parce que j'imagine bien sûr la difficulté que c'est pour un médecin de savoir vers quel service orienter son patient. Mais vous savez, quand mon fils il a été orienté en soins de suite et de réadaptation, il était dans un état bien inférieur à celui de Vincent Lambert. Quand on m'a parlé de rééducation, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous allez rééduquer? Il ne tient pas assis, il ouvre à peine les yeux, il est paralysé, il est muet. Qu'est-ce que vous allez rééduquer? Et on m'a dit laissez faire, c'est notre boulot. Combien de temps, pardonnez-moi si je peux vous poser ce genre de questions, combien de temps cette rééducation a-t-elle duré? Mais elle dure toujours, ça fait 2 ans et demi. Voilà, mais là, il est sur le point de remarcher. La scolarité a repris à l'hôpital. Il a réappris à manger tout seul. Il a eu cette gastrostomie, mais en parallèle de la gastrostomie, il y a eu une rééducation à la déglutition pour qu'il puisse à nouveau boire et manger. Voilà. C'est le meilleur, hein, pour lui et exactement, pour sa maman, évidemment. Exactement, mais il a eu cette chance d'être bien orienté et d'être bien suivi. Et les cas sont différents. Et les cas sont différents. C'est très important. On va marquer une courte pause, s'il vous plaît, et on va se retrouver sur CNews en direct. A tout de suite, on marque une courte pause. Merci à vous. Vous êtes en direct sur CNews pour la dernière partie de cette émission. Nous avons évoqué beaucoup de sujets ce soir, à la fois sociaux, sociétaux et puis politiques, parce que demain, cette information, l'invité exceptionnel de la matinale de Jean-Pierre Elkabbach, ce sera le Premier ministre Édouard Philippe. C'est intéressant évidemment parce que c'est à quelques jours maintenant du scrutin, jeudi, alors que le scrutin c'est dimanche. On va regarder dans quelques instants le style Édouard Philippe, à quoi il ressemble. Mais Thierry Saucet, évidemment, ce n'est pas anodin. Quelques jours de dimanche, Édouard Philippe, il y a eu l'implication très active d'Emmanuel Macron. Maintenant, le Premier ministre, il faut tout faire pour sauver le soldat l'oiseau, comme on dit. Oui, écoutez, le score, incontestablement, les sondages le prouvent d'ailleurs. Alors, on est à 2% dans les marges d'erreur des sondages, mais que la compétition sera chaude et que le président de la République, évidemment, n'a pas beaucoup d'intérêt à ajouter une défaite politique à une situation qui n'est pas extraordinaire. Il y a une deuxième chose qu'il faut retenir. Il faudra qu'on s'interroge un jour tranquillement. Je m'empresse de dire que je ne fais plus de campagne électorale, que je n'ai plus d'agence, sur cette campagne qui n'existe plus sur le terrain, qui n'existe plus dans la mobilisation des militants et qui s'est déportée du côté des médias. Et le monde médiatique, ça n'est pas le monde de la communication politique. C'est un monde de l'information, ça n'est pas un monde de la communication et ça ne fait l'affaire ni des uns ni des autres. Est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous dites et ce que vous répétez depuis quelques jours? Vous dites que si dimanche, La République En Marche n'arrive pas à premier, Emmanuel Macron doit partir. Mais au nom de quoi? De quelles institutions dans notre pays? Alors déjà, je vais répondre juste d'un mot à Thierry Saucet, que le Rassemblement national est peut-être le dernier parti qui fait véritablement de la politique de terrain. Ah oui, nous, la campagne des européennes, on l'a fait depuis le mois de janvier. Les autres, non. La droite, non. On a plus de cernes et de crampes que les autres, parce que nous, on a fait campagne depuis le début, ce qui n'est pas le cas de nos adversaires. Ensuite, sur le référendum qu'a souhaité le président de la République, car il l'a souhaité. Il l'a souhaité en prenant part à cette campagne d'une manière un petit peu outrancière, puisqu'il est aujourd'hui clairement le président de la République En Marche. Il y a eu son affiche, sa profession de foi, il y a eu sa tribune dans la presse quotidienne régionale, il y a eu ses déclarations où il déclare la guerre au premier parti d'opposition. Donc le référendum, il aura lieu dimanche. Et si, évidemment, il perd, ce que nous souhaitons avec le vote Rassemblement national, il devra en tirer les conséquences et partir, puisque donc, c'est un référendum sur sa politique. Vous tirez les mêmes conséquences. Mais on tire les mêmes conséquences. Écoutez, soyons dans la réciprocité. Donc, Marine Le Pen n'est pas présidente de la République. Parti d'opposition. Ah, ça s'applique au président de la République. Emmanuel Macron, selon les institutions et la Constitution, c'est un fusil à un coup. Est président de tous les Français. Marine Le Pen, elle est candidate sur la liste du Rassemblement national. Elle est chef d'un parti d'opposition. Elle est chef de 11 millions, entre guillemets, d'électeurs. Emmanuel Macron, il est président de 66 millions de Français. Et il ne doit pas prendre parti. Élu, vous vous souvenez? L'élection présidentielle. Mais bien sûr, ils devraient tous les respecter, et pas seulement 20% qui considèrent comme son corps. Mais en fait, la République En Marche et le Rassemblement national, je dirais, se renvoient la balle sur un match de ping-pong, et ça les arrange bien qu'il n'y ait personne d'autre qui s'immisce dans ce petit duel bien millimétré où on voudrait nous faire croire que pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de choix, c'est forcément la République En Marche, parce qu'il ne faut surtout pas le Rassemblement national.
national et le Rassemblement national qui sait aussi que c'est sa chance, entre guillemets, d'être en face d'Emmanuel Macron. Et pendant ce temps-là, on oublie les alternatives à ce duel dans lequel on veut nous enfermer. Et la campagne que mène LR avec François-Xavier Bellamy... Ça stagne. Ça stagne, mais moi, ce que je vois sur le terrain, parce que j'y suis aussi... Vous aussi, les salles sont pleines. Ce sont les salles qui sont archi pleines. C'est pas les salles qui font les voix, vous savez. C'est pas les salles qui font les voix, mais ce qu'on sait, c'est que quand les électeurs se mobilisent parce qu'ils voient un homme de conviction, le dimanche matin, ils se lèvent pour aller voter. C'est ce que dit aussi Raphaël Glucksmann. Presque oui, mais je ne sais pas comment il remplit ces salles, Raphaël Glucksmann. Il y a aussi une problématique, c'est qu'on a près de 20%, d'après les dernières enquêtes, il y a 20% de ceux qui comptent aller voter qui ne sont pas encore sûrs de leur vote. Donc non seulement il va y avoir une grosse abstention, mais en plus ceux qui vont aller voter ne sont pas encore. Barbara Lefebvre, ceux qui vont aller voter. Parce que pour les autres, le grand gagnant, c'est le parti de l'abstention. Hein. Tout à fait, mais il faut pas un duel. Oui, mais dans les études qui ont été faites pour voir quel était l'électorat qui était apparemment le plus volatile, il s'avère que c'est La République En Marche. Donc ils ont intérêt à se faire un petit peu de Si les sondages se confirment et s'il y a une compétition serrée ou pas, mais avec les deux premiers qui sont en tête, d'abord c'est les électeurs qui l'auront décidé. Deuxièmement, je pense qu'effectivement on voit réexister une droite et que c'est plutôt sain pour la démocratie. On pourrait aimer d'ailleurs la même chose du côté de la gauche, mais ça voudrait dire en tout cas que ce qu'a fait Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire brouiller un peu les cartes, dynamiter les camps tels qu'ils existaient, se poursuit encore pour partie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne serait pas sorti d'une logique de dégagement qui a été celle de la dernière élection présidentielle. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Ça voudrait dire ça quand même. Hein. J'y vois surtout la nécessité, et pour le coup là je parle du travail qui est fait chez LR, de la clarification des lignes en fait. Et c'est vrai qu'on a entendu... Il y a une clarification chez LR ? Il y a une clarification chez LR. Entre le discours et les actes, entre le discours et les votes. Il y a justement la volonté d'envoyer au Parlement européen des nouvelles personnes, des nouveaux candidats qui ont justement pris ce temps de l'analyse, et je pense que la personnalité de François-Xavier Bellamy en tant que philosophe est intéressante de ce point de vue-là, parce que précisément il permet de remettre en cause, c'est quand même la première démarche du philosophe, de remettre en cause, et j'ai envie de dire cette clarification de la ligne qui s'opère dans le cadre de la campagne, eh bien moi je l'encourage parce que c'est la raison même d'exister de Sens commun depuis le début, qu'enfin la droite qui n'avait de cesse de parler de rassemblement, moi je préfère parler d'union, eh bien une union ça ne se fait que sur une ligne claire plutôt que sur des égos. Et quelle ligne claire? Les quotas de migrants, le regroupement familial des migrants, ça va être quoi, le pacte de Marrakech? Parce que ce sont les votes des députés européens LR. Le pacte de Marrakech n'a pas fait l'objet d'un vote au Parlement européen. Il a fait l'objet d'un soutien des députés LR. Il a fait l'objet. Entre la philosophie et la politique, il y a une confrontation du réel. Et c'est ça le problème, c'est la trahison de la droite depuis 40 ans. Tout cela pour vous dire, oui. Il a fait l'objet, le pacte de Marrakech, d'une étude bien avant qu'il s'appelle d'ailleurs le pacte de Marrakech et qu'il ne soit proposé au vote, non pas, enfin pas au vote d'ailleurs parce que ça a été ratifié par le président, mais le texte en fait a été présenté sans dire quelle était l'intention qu'il y avait derrière. Donc ça n'était pas le pacte de Marrakech. Aussi, mais regardez, c'était pour vous dire qu'Édouard Philippe était l'invité demain à 8h15 sur CNews. À regarder cette interview, peut-être que c'est la dernière du Premier ministre, parce que si le score est mauvais dimanche, qu'est-ce qui peut se passer, Thierry Sausset? Beaucoup de choses. Non, vous savez, avec Emmanuel Macron... Les fusibles sont là pour rester, avec pas pour Emmanuel sauter. Macron, on peut avoir toutes les surprises. Ça fait partie du système de nouveauté dans la vie politique. Parce qu'auparavant, comme on disait l'ancien monde, si ça ne se passe pas dans une élection intermédiaire, eh bien, il y a un fusible tout désigné. Dans l'ancien monde, on en profite pour faire un échec électoral, pour faire ce qu'on appelle, non pas un ménage, une transition. Pardonnez-moi, bon, on verra ce qui se passe dans le nouveau monde, qui ressemble quand même à l'ancien monde. Comme le nouveau monde est sans doute pire que l'ancien, je ne sais pas à quoi on va s'attendre. Le nouveau monde, c'est les ministres qui partent. Merci d'avoir été nos invités ce soir. Merci d'avoir évoqué tous ces sujets. Invité donc exceptionnel demain de Jean-Pierre Elkabbach, ce sera Édouard Philippe, le Premier ministre. En attendant, belle fin de soirée à vous sur CNews.